Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Bocchialini, qui est professeure à Paris-Sud, qui va devenir Paris-Saclay le 1er janvier. Donc voilà, elle va changer d'université tout d'un coup. Elle fait sa recherche à l'Institut d'astrophysique spatiale, donc sur l'activité solaire et les relations soleil-terre dont elle va nous parler aujourd'hui. Je lui ai demandé de me raconter sa vie. Alors, elle m'a dit quelques petites choses. Elle m'a dit qu'elle avait eu envie de faire de l'astronomie quand elle avait 10 ans, lorsqu'on a lancé la sonde Pioneer, du coup je ne vais pas dire en quelle année, parce qu'elle était abonnée à Pif Gadget, qui annonçait le départ de la sonde Pioneer, et ça lui a donné envie d'être astronome. Donc la voilà, astronome. Et elle nous m'a dit aussi qu'elle était contente d'être là, qu'elle aimait bien enseigner, et puis qu'elle faisait du théâtre, ce que je savais déjà. On a beaucoup échangé sur le théâtre et la musique, chacune sa passion. Voilà, et donc Karine va nous parler aujourd'hui des relations Soleil-Terre. Merci d'être venue, Karine. Merci. Merci à Florence de m'avoir invitée pour passer ce début de soirée avec vous. Je vais surtout parler de l'activité solaire et un petit peu des relations Soleil-Terre, parce que mon domaine de recherche, c'est l'étude du Soleil. J'ai préparé une conférence colorée avec pas mal de films. J'espère que vous ne les avez pas déjà tous vus, parce que Florence m'a dit que vous étiez des habitués de ce type de conférence. Je sais, dans la salle, il y a déjà au moins un monsieur qui a vu un peu cette conférence, mais il y a 6 ou 7 ans. J'espère qu'il ne s'en souvient pas trop. Je l'ai mise à jour, évidemment. Voilà, donc je vais attaquer par quelque chose d'assez basique, probablement pour vous, à savoir la fiche d'identité du Soleil. Je ne vais pas forcément commenter en détail tous les chiffres, mais pour les nouveaux qui seraient là pour la première fois, c'est peut-être intéressant d'avoir quelques points de repère. Donc, vous savez peut-être que le Soleil a environ 4,5 milliards d'années, qu'il est au milieu de sa vie, qu'il a un rayon qui est 110 fois le rayon de la Terre, environ 700 000 km, que sa masse est 330 000 fois celle de la Terre, environ 2 10 puissance 30 kg. Globalement, c'est essentiellement de l'hydrogène qu'on trouve sur le Soleil. Il y en a 94% en nombre d'atomes, 6% d'hélium, et donc il ne reste plus grand-chose pour les autres composants, mais on trouve de tout dans le Soleil, de l'oxygène, du carbone, etc. Je ne vais pas les faire tous parce qu'ils y sont tous. Sa masse volumique moyenne, elle est de 1410 kg par mètre cube. Il n'y a rien d'affolant dans ce chiffre, c'est grosso modo la masse volumique de l'argile. Voilà, mais il faut juste réaliser que c'est une masse volumique moyenne, que c'est très très dense au cœur et beaucoup moins dense à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, dans l'atmosphère. La gravité à la surface du Soleil, c'est 28 fois celle de la Terre. En termes de luminosité, on peut mesurer 4 10 puissance 23 kilowatts. C'est donc l'énergie lumineuse rayonnée par seconde. La température de la surface, je vous fais un prix de gros à 6000 Kelvin, 6000 degrés. Et d'autres chiffres, notamment la rotation du Soleil sur lui-même. Parfois, il y a des gens qui découvrent dans certains exposés que le Soleil tourne. Oui, le Soleil tourne. Je vais vous en montrer plusieurs films pour vous le prouver. Et il a une rotation qu'on appelle différentielle, à savoir qu'il va plus vite à l'équateur. Il fait un tour complet en 25 jours. Et il est plus lent au pôle, avec une rotation de 37 jours. Et cette information va vous permettre, j'espère, de comprendre certains des phénomènes que je vais décrire par la suite. Je vois une dame qui me fait « oui, oui, si vous savez tout », je suis gênée parce que… non. Quelque chose qui peut être un peu effrayant, c'est que le Soleil perd de la masse en permanence. Et depuis que j'ai commencé l'exposé, c'est-à-dire depuis 2 minutes 20, vous multipliez, là, il perd 1 milliard de kilos par seconde. Voilà. Mais il en reste, hein, il y a de quoi faire. On part de 2 10 puissance 30 kg, donc il y a de la réserve. Et puis un dernier chiffre, hein, la distance moyenne du Soleil à la Terre, 150 millions de kilomètres. C'est franchement tout près. C'est pour ça qu'on peut voir le Soleil avec autant de détails. Il nous apparaît beaucoup plus gros que toutes les autres étoiles auxquelles on a accès.
Je m'intéresse maintenant à au détail de la structure interne du Soleil. On découpe typiquement le Soleil en 3 zones. Le cœur, ici, la zone radiative, puis la zone convective, qui est la zone la plus externe de l'intérieur du Soleil. Dans le cœur, c'est là qu'il y a les réactions thermonucléaires, c'est là que des atomes d'hydrogène peuvent fusionner entre eux pour fabriquer de l'hélium, et cette réaction de fusion, elle dégage de l'énergie qui va conduire à ce que le Soleil est ce qu'il est. Pour donner un exemple, 1 gramme d'hydrogène qui fusionne, ça dégage autant d'énergie que, je crois me souvenir comme ça de mémoire, 8 tonnes de pétrole. Donc c'est quelque chose d'efficace. Lors de ces réactions qu'on appelle thermonucléaires dans le cœur, il y a 6,3 10 puissance 14 joules par kilogramme d'hydrogène fusionné. Je regarde mon pense-bête. Ça correspond à 1,5 milliard de fois plus d'énergie qu'une voiture de 1 tonne lancée à 100 km/h. Je le redis, 1,5 milliard de fois plus d'énergie pour 1 kg d'hydrogène qui fusionne. Dans ces réactions, par seconde, on perd 610 millions de tonnes d'hydrogène. Et ces réactions vont, entre autres, non seulement produire de l'hélium, mais aussi produire des neutrinos et du rayonnement gamma. Quand on monte un petit peu au-dessus du cœur, on attaque ce qu'on appelle la zone radiative, dans laquelle le transport d'énergie va se faire par rayonnement. C'est-à-dire qu'au-delà de 175 000 km du centre, les réactions thermonucléaires s'arrêtent parce qu'il ne fait pas assez chaud, parce que la pression n'est plus assez forte, et donc l'hydrogène ne peut plus fusionner comme il le faisait dans le cœur. Donc le rayonnement va pouvoir progresser dans la zone radiative, et la température, au cours de cette progression, va diminuer de 15 millions de degrés au cœur à 2 millions de degrés à l'extrémité de la zone radiative. C'est un milieu qui est très dense. Il va falloir 170 000 ans pour un photon pour traverser cette épaisseur. Pourquoi? Parce qu'il va être absorbé, réémis par la matière qu'il rencontre. Donc il lui faut tout ce temps-là pour traverser la zone radiative. Et puis ensuite, on arrive dans en gros le dernier petit tiers à peine du Soleil, dans la zone qu'on appelle convective, dans laquelle l'énergie est transportée par convection. Ceci parce que le rayonnement le rayonnement est absorbé par l'hydrogène et l'hélium, qui eux sont devenus plus froids. Et ce qu'on voit ici, là, c'est des petites cellules dites de convection qui vont symboliser un petit peu ce qu'on pourrait imaginer dans une casserole d'eau bouillante où on voit des bulles chaudes qui montent et qui éclatent à la surface. Et les bulles chaudes, elles montent, et puis la matière froide, elle prend la place, elle redescend. Et c'est ce petit schéma-là qu'on a voulu représenter par ces petites cellules de convection. Ces cellules de convection, quand on regarde la surface du Soleil, qui est la zone d'où enfin le rayonnement lumineux peut s'échapper, on voit ce qu'on appelle la granulation solaire à la surface, et je vais vous en montrer un échantillon dans quelques instants. Je résumerai cette planche en disant que, retenez ça, la température, mais aussi la densité, diminue depuis le cœur jusqu'à la surface. Donc on est passé de 15 millions de degrés au cœur à quelques milliers de degrés à la surface. Le Soleil, c'est une étoile qui rayonne. On va donc s'intéresser au rayonnement de cette étoile. Vous avez ici un exemple de la granulation. C'est un film qui a été obtenu au pic du Midi. Alors, je ne sais pas pourquoi mes films ne veulent pas se mettre en boucle, donc il faut que régulièrement je relance le film. Ce que vous voyez donc, c'est le sommet des cellules de convection, comme si vous étiez en train de regarder au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. Là où c'est jaune, c'est de la matière chaude. Là où c'est noir, c'est de la matière froide. Donc là où c'est jaune, c'est la matière chaude qui vient d'arriver à la surface. Là où c'est noir, c'est la matière froide qui commence à redescendre. La taille de ces granules, elle est environ en moyenne de 1000 km. Ça varie entre 150 km et 2500 km. Donc voilà, là vous avez des choses, les plus grandes, elles font environ 2500 km. Leur durée de vie, elle est de 10 à 15 minutes. Et ils ont une vitesse de déplacement
qui est de l'ordre de 2 km par seconde ou encore 7200 km/h pour ceux qui préfèrent cette unité-là pour mesurer les vitesses. Depuis le cœur où un photon a été émis jusqu'à la surface, la granulation qu'on voit là, un photon, grosso modo, il a mis 1 million d'années. Et au cours de ce million d'années de transport, il a modifié sa longueur d'onde. Il est devenu de l'UV, du visible et de l'infrarouge. Et donc c'est notamment à ces longueurs d'onde-là que je vais m'intéresser dans la suite, notamment à l'UV et un petit peu au visible, un peu moins aux infrarouges, parce que ce n'est pas mon domaine de recherche tout simplement. Je vous le remets une dernière fois pour le plaisir. Pas forcément beaucoup, puisque la durée de vie est 10 à 15 minutes, ce n'est pas forcément beaucoup accéléré. Alors, le rayonnement, il est représenté ici sur une courbe que j'ai volée sur Wikipédia. Sur cette courbe, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'irradiance spectrale en ordonnée, en watts par mètre carré et par nanomètre, et en abscisse, la longueur d'onde en nanomètres. L'irradiance solaire, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie en watts reçue par mètre carré au sommet de l'atmosphère terrestre par unité de longueur d'onde, ici le nanomètre. Et donc, on a représenté cette irradiance solaire de l'UV au visible à l'infrarouge qui s'étend assez fortement. Et là-dessus, il y a 3 informations qui sont représentées. La première information, c'est la courbe en jaune ici, qui est l'irradiance mesurée au sommet de l'atmosphère terrestre. En rouge, on a cette irradiance mesurée au niveau de la mer sur Terre. Et donc, on constate qu'il y a eu une absorption par l'atmosphère terrestre de ce rayonnement solaire. Et puis, alors on voit aussi des bandes très prononcées d'absorption qui sont liées à l'absorption par l'eau et par le CO2 dans l'atmosphère terrestre. Et puis, une troisième information qui est superposée, c'est une courbe ici en trait plein, qui est le spectre du corps noir à 5250 degrés Celsius. On pourrait mettre Kelvin, ça ne changerait pas grand-chose, on n'est pas à 200 degrés près à ce niveau-là. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la courbe jaune, elle épouse pas si mal que ça la courbe noire. Et donc, en première approximation, on peut dire que le Soleil émet comme un corps noir. Alors, un corps noir, c'est quoi? Alors, ça n'a rien à voir avec les trous noirs. Et ne me posez pas de questions sur les trous noirs parce que je n'y connais rien, s'il vous plaît. Un corps noir, c'est un corps qui absorbe tout le rayonnement, quelle que soit la longueur d'onde. Et un bon exemple de corps noir, c'est le four de la cuisine. Eh bien, le four, on peut observer son rayonnement de corps noir si on fait un petit trou et qu'on observe à travers ce petit trou. Et le Soleil, finalement, c'est comme un corps noir un peu, et le petit trou du Soleil, c'est sa surface. Donc, par sa surface, sort l'information qu'on peut tirer de ce qu'il y aurait dans ce corps noir. Ce qu'on peut indiquer, c'est que puisque la courbe jaune ou la courbe jaune épouse pas si mal que ça la courbe noire, on a ici la preuve que le Soleil est un corps chaud. Si on met du gaz à 5000 degrés, ce gaz il est ionisé, et s'il est ionisé, on appelle ça un plasma. Et donc moi, ma spécialité, c'est la physique des plasmas. J'ai repris une courbe similaire de l'irradiance en fonction de la longueur d'onde, mais elle est étendue sur sa partie des basses longueurs d'onde à l'extrême UV, EUV, et à l'extrême UV, XUV, c'est la limite les rayons X. Donc elle est un petit peu plus large que tout à l'heure, mais c'est le même type de courbe. On reconnaît ici la courbe de corps noir que j'ai décrite. Et ce que je voulais maintenant illustrer avec cette courbe, c'est vous montrer ce qu'on voit du Soleil quand on l'observe dans des longueurs d'onde différentes. Alors je commence par une longueur d'onde, un domaine de longueur d'onde très classique, le visible, que les astronomes amateurs exploitent à travers une réflexion sur une image, parce qu'on sait qu'il ne faut pas regarder le Soleil directement, sinon on est aveugle. Enfin, on peut le regarder une fois et après c'est tout. Donc ici, on a... Ah, ça ne marche pas à tous les coups, là, voilà. Ah, les piles s'épuisent. C'est pas grave. Je vais le faire à la souris, si j'y arrive. Non, ça ne marche pas à la souris. Alors, en haut à droite, vous avez donc une image du Soleil vue dans le visible.
Il y a un grand bâton. Ouais, mais alors, heureusement que je fais de la gym, hein, parce que c'est lourd ce bâton pendant 1 heure à bout de bras. Merci. C'est très haut, mais comme... Non, mais c'est léger, c'est du bambou, ça va. C'est à peine assez grand. Donc, en haut à droite, le soleil vu dans le visible, donc quelque chose de relativement uniforme, une boule jaune, sur laquelle on voit quelques taches noires, qui s'appellent donc d'ailleurs les taches solaires. Les physiciens solaires manquent un petit peu d'originalité quand ils dénomment les objets qu'ils voient sur le soleil. Une tache, ils appellent ça une tache. Un point brillant, ils appellent ça un point brillant. Donc voilà, c'est pas un filament, quelque chose qui ressemble à un fil, ben, ils appellent ça un filament. Hein. On ne va pas chercher trop loin des choses simples. Et donc là, ce qu'on voit, c'est le soleil typiquement à 6300 Kelvin, 6300 degrés. Si je regarde cette fois plutôt dans l'extrême UV, je vois un soleil un peu différent, merci. Alors, ce n'est pas forcément le même jour, mais peu importe, on voit que ce n'est pas du tout la même structuration qu'on observe. Et là, on est en train de regarder à 30,4 nanomètres, ça correspond à l'émission de l'hélium une fois ionisé, et à une température de 160 000 Kelvin. Si j'explore encore un petit peu le domaine de longueur d'onde et que je regarde maintenant à 17 nanomètres, donc je vais un peu plus à gauche sur la courbe, j'observe du rayonnement produit par du fer, fortement ionisé, 9 à 10 fois, et je suis à une température de 800 Kelvin. 800 000, il y en a qui... C'est bien. Vous suivez, 800 000 Kelvin. Et je progresse encore un petit peu. Cette fois, je suis en train d'observer le rayonnement émis par le fer 12. Et je suis à, j'aurais pu enlever le S à millions, là, il n'y en a pas encore 2, 1,6 million de Kelvin. Et puis, soyons fous, je suis à 28,4 nanomètres. Et là, j'observe le Soleil à 4 millions de Kelvin. Alors, les 3 images en bas à gauche, la jaune, la verte et la bleue, vous me direz, à part la couleur, ça se ressemble quand même pas mal, bah, c'est un peu normal, hein, on est quand même dans le même régime de température. En revanche, c'est différent, ces 3-là, des 2 précédentes. Et enfin, si je vais explorer les X, ah oui, ça j'ai oublié de préciser, les 4 images du bas sont obtenues avec le satellite SOHO et l'instrument EIT à son bord. Il faut savoir que SOHO a fêté hier ses 29 ans d'observation. Et je suis émue d'en parler parce que j'ai vu son lancement. Et c'est un satellite qui fonctionne toujours, alors pas à 100%, parce qu'au bout de 29 ans, forcément, il y a des instruments qui ont un petit peu rendu l'âme, mais c'est le premier satellite qui emportait à son bord des instruments qui ont pu observer 24 heures sur 24 le Soleil depuis 29 ans. Voilà. C'est beau, non? Et enfin, dernier exemple d'observation, en haut à gauche, on a une image du satellite Yoko qui est mort il y a déjà un petit paquet d'années, je ne me rappelle plus quand, mais qui montre l'atmosphère du Soleil à plus que 4 millions de degrés. Et là, on voit encore une autre facette du Soleil. La conclusion de cette planche, c'est si on observe le Soleil dans différentes longueurs d'onde, on va pouvoir observer plusieurs aspects du Soleil, plusieurs couches du Soleil, plusieurs températures. Alors là, on vient de parler du visible, de l'infrarouge. Je ne vous ai rien montré en infrarouge, mais du visible, de l'UV, de l'extrême UV, etc. Il faut savoir que le Soleil rayonne aussi en radio, dans le domaine radio. Alors, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais j'en parle quand même un tout petit peu. On a ici, en haut à droite, des enregistrements qui proviennent de l'instrument WAVES sur le satellite WIN. Ça remonte à 2002, mais enfin, la science, elle n'a pas changé plus que ça. Hein. Le signal radio, c'est le même, que ce soit en 2002 ou en 2019. Et ce qu'on a ici, c'est en ordonnée. C'est moi qui ne sais pas me servir de ce truc, en fait. Hein. Voilà. On a en ordonnée ici une fréquence et en abscisse le temps. Et donc, ce qu'on est en train d'observer, c'est l'évolution temporelle d'un signal radio. Alors, il y a quelques heures d'observation. Les ondes radio, ce sont des ondes à grande longueur d'onde, donc à petite fréquence. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'elles sont émises par du plasma, de la couronne, alors je n'ai pas encore défini ce mot, mais ça va venir, calme, et ce plasma émet des ondes radioélectriques
dont la fréquence typique se mesure avec cette formule. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette formule. Ce qu'on voit juste, c'est que c'est proportionnel à la racine de la densité d'électrons, du carré de la charge d'électrons, de la constante diélectrique du vide et de la masse des électrons. Et donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que plus la fréquence d'observation est basse, plus NE, la densité des électrons, est basse, et donc plus le milieu d'où provient ce rayonnement est peu dense, et donc plus on est en train d'observer les couches hautes de l'atmosphère, puisque je vous ai dit il y a déjà quelques temps que la densité ne cessait de décroître quand on s'éloigne du cœur du Soleil. Et donc, en résumé, entre cette planche et la précédente, sonder l'atmosphère solaire dans différentes longueurs d'onde, X, extrême UV, UV visible, infrarouge, radio, c'est les exemples que je vous ai montrés, c'est sonder l'atmosphère du Soleil à différentes températures, donc à différentes altitudes. Il faut réaliser que l'atmosphère du Soleil, c'est comme un oignon avec différentes couches, et chaque couche a sa température. J'ai représenté, alors j'ai volé encore un graphique publié dans la littérature scientifique qui représente non plus l'irradiance comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais l'irradiance totale, c'est-à-dire maintenant c'est des watts par mètre carré, alors tout à l'heure c'est des watts par mètre carré par nanomètre. Et donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que cette grandeur, l'irradiance solaire totale, elle est mesurée depuis 1978 jusqu'à nos jours, bien sûr. Elle varie assez faiblement parce que vous voyez que l'extension, là, ça va de 1366 à 1368,5, donc c'est une petite extension, une petite amplitude. Mais ce qu'on peut constater, c'est que les différentes mesures qui sont représentées ici, avec 3 modèles différents, ne sont pas complètement compatibles entre eux. Alors il y a la même allure, mais il y a un écart à la fin qui est assez important. Et typiquement, l'écart à la fin ici, il est de l'ordre de 0,7 watts par mètre carré entre les 3 modèles, et ça correspond au niveau de la Terre à une variation de température comprise entre 0,1 et 0,3 degrés. Donc c'est compliqué de donner tout de suite un lien entre la variation annuelle de cette grandeur et le réchauffement climatique, parce que si on se trompe déjà en lisant les modèles, pof, on prend 0,3 degrés dans la vue. Donc il faut faire attention aux conclusions qu'on peut tirer de ce genre d'informations. L'autre chose qu'on repère aisément, c'est que, en plus c'est écrit en jaune ici, il n'y a que 3 cycles, mais on voit clairement une période de 11 ans. Donc peut-être tous ici, vous savez que le Soleil vit une activité de l'ordre de 11 ans. Eh bien, voilà, déjà là, ce soir, la première fois, la preuve de cette variation indécennale, comme on dit. Je termine mon chapitre sur le rayonnement du Soleil avec cette planche qui va se construire petit à petit. J'ai résumé ici la température en fonction de la distance depuis le cœur du Soleil. Donc on va couvrir un peu plus, on va de 0 à 2 millions de kilomètres. On rappelle ici que le rayon du Soleil, c'est 700 000 kilomètres. Ce qu'on peut constater, c'est que cette température décroît depuis le cœur, on avait parlé de 15 millions de degrés, jusqu'à la surface où on avait évoqué quelques 5 000, 6 000 degrés. Et alors là, il y a un truc qui est une énigme depuis 60 ans pour les physiciens solaires, c'est que cette température, elle remonte. Et puis elle ne remonte pas qu'un peu. Elle remonte, elle remonte, et puis elle atteint dans une zone qu'on appelle la couronne, le million de degrés. La zone où la température est en remontée ici, on appelle ça la chromosphère, et la zone donc, où la température a atteint une sorte de plateau, mais va finir quand même par décroître, on l'appelle la couronne. C'est un mystère. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la source de l'énergie, c'était la fusion de l'hydrogène en hélium, c'était au cœur du Soleil. On s'en éloigne en montant en altitude. Comment se fait-il qu'arrivé à la surface du Soleil, tac, ça reparte à la hausse? Alors, il faut chercher l'énergie disponible pour ça. On a vu précédemment que la luminosité, c'était de l'ordre de 4 puissance 23 kW. La surface du Soleil, je vous rappelle la surface d'une sphère, pour ceux qui l'auraient oublié, ce que je fais régulièrement avec mes étudiants, c'est 4 pierres carrées. Le rayon, on l'a déjà donné, donc la surface du Soleil, c'est 6 10 puissance 18 mètres carrés. Et donc si on divise l'un par l'autre, on a le flux du Soleil, la luminosité divisée par la surface, et on obtient 6,4 10 puissance 4 kW par mètre carré.
Donc ça, c'est ce qui est visiblement disponible dans le Soleil. Maintenant, quand on mesure dans la couronne le flux des endroits les plus brillants, on trouve 10 kW par mètre carré, c'est-à-dire 0,01% du flux total disponible. Donc l'énergie, elle est là. Elle est là. Ça nécessite finalement peu d'énergie de fabriquer une couronne. Sauf que le flux lumineux, il n'est pas exploitable parce que la couronne, elle est quasiment transparente tellement elle est peu dense. Ce flux lumineux, finalement, il ne fait que traverser la couronne. Et donc, on reste là avec nos grandes questions depuis qu'on a découvert que la température remontait au-dessus de la surface, il y a une 60aine d'années. Comment on peut transporter et déposer au bon endroit l'énergie pour expliquer les températures élevées de la couronne? Et quels sont les mécanismes qui permettent de chauffer cette couronne? Donc ça, c'est une question sur laquelle on a déjà un peu des réponses quand même. Depuis 60 ans, on n'est pas resté les mains dans les poches, mais on n'a pas de théorie définitive qui explique clairement, c'est comme ça qu'on chauffe la couronne. Il y a plusieurs modèles qui sont complémentaires, mais aucun à lui tout seul ne permet d'expliquer le chauffage de la couronne. Un des mécanismes d'explication du chauffage de la couronne, c'est le champ magnétique. Et donc, c'est l'objet de mon nouveau chapitre, le Soleil, une étoile magnétique. Le champ magnétique, il est généré dans la zone de convection sous la surface. En gros, on a vu tout à l'heure dans le dernier tiers du rayon solaire. Il est produit par les courants électriques. Il suffit d'avoir des écoulements de plasma qui sont des particules chargées pour avoir du courant. On connaît les lois qui relient le courant avec le champ magnétique. Donc, s'il y a du courant, il y a du champ magnétique. C'est une quantité vectorielle, donc il y a une direction, qui est variable en intensité. La direction aussi est variable. Et ce champ magnétique, il se manifeste partout à la surface. Les lignes de champ, elles sont, tangentes au vecteur en tout point, et elles sont comparables à des rubans élastiques, c'est-à-dire que ça change de direction, ça change d'amplitude. Et elles sont soumises à des forces de tension, à des forces de pression. Elles peuvent être allongées, torsadées, repliées sur elles-mêmes. Et j'ai voulu illustrer ça avec une photo d'un champ de blé. Parce qu'un champ de blé, il y a des épis de blé partout, avec une direction qui est indiquée par la forme de l'épi. Et ils ont grosso modo plus ou moins tous la même direction, mais le vent peut les faire basculer dans une direction ou dans une autre. Et finalement, à la surface du Soleil, on peut avoir un peu la même image de ce champ magnétique qu'on ne voit pas, mais qui est matérialisé par le plasma qui est collé à ce champ magnétique. Et donc, si le gaz ou le plasma ondule, eh bien, on en voit la manifestation et on devine ainsi l'orientation du champ magnétique. Décollons un peu du champ de blé et reprenons une image du Soleil vue à longue distance, enfin, vue le Soleil dans son intégralité. Ici, il s'agit d'un magnétogramme, c'est-à-dire qu'on a mesuré le champ magnétique à la surface. Les zones blanches et noires correspondent à deux polarités magnétiques différentes. Mettons le blanc, c'est positif, le noir, c'est négatif, peu importe. Et grosso modo, ces polarités positives et négatives vont matérialiser les taches. Et donc, typiquement, là, on a une tache solaire dont un gros plan peut être montré ici. Vous avez ici la taille de la Terre pour vous donner une idée de la taille d'une tache, qui n'est pas extraordinairement grande, hein, celle-ci. Et je vais lancer le film à gauche. Il y a 1 mois d'observation. On ne va peut-être pas regarder 1 mois, même si ça tourne assez vite. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'il y a des zones qui vont apparaître. Je guette la prochaine, c'est par ici. Il n'y a rien, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose. Ce n'est pas encore. Voilà, là, hop. Donc, vous voyez, il y a des champs magnétiques concentrés qui vont se développer et qui vont faire apparaître des taches qui n'étaient pas là avant et qui vont être là après. Vous remarquerez aussi que ces taches, elles sont orientées de part et d'autre de l'équateur. J'avais dit que je vous montrerais que le Soleil tourne. Ben voilà, le Soleil tourne, hein, pour ceux qui étaient encore sceptiques. Et plus il y a de taches sur le Soleil, plus on parle d'activité soutenue au niveau du Soleil. À petite échelle, on peut noter que le champ magnétique est remplacé en gros toutes les 40 heures. Toutes les 40 heures, à petite échelle, il y a un nouveau champ magnétique qui vient d'émerger dessous la surface. Regardons d'autres tâches dans d'autres longueurs d'onde.
Ici à gauche, un groupement de taches dans le visible. Au milieu, non, pardon, à gauche, dans l'UV à droite. Et au milieu, c'est un magnétogramme. Donc à gauche, dans le visible, un magnétogramme et dans l'UV à droite. Donc c'est important d'avoir 3 types d'observations de la même zone parce qu'on a 3 visions différentes du même objet. Moi, cette tache solaire, elle m'a toujours fait un peu penser à ce masque-là. Donc je l'ai mis pour réveiller ceux qui se seraient un petit peu endormis. Et en fait, tout ce qui va structurer ces taches, c'est le champ magnétique. Le champ magnétique, il va influer aussi sur le voisinage. C'est quelque chose qui est difficile à mesurer, mais qu'on peut essayer de modéliser, d'interpoler à travers des observations qui sont faites au ras du sol, sur la surface. On peut chercher à modéliser ce champ magnétique en altitude. Et là, j'ai repris une image d'un de mes collègues du laboratoire de physique théorique. Je crois que c'est une image de Tahar Amari, où on voit ici en jaune et en vert une reproduction des lignes de champ magnétique telles que son modèle le propose. Donc c'est une activité qui vient compléter les observations pour essayer de comprendre la structure et l'activité du disque solaire, enfin du disque du Soleil. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce document propriété de l'Observatoire de Paris. Je crois que c'est quelque chose qui a été dessiné par Galilée. Je regarde Florence, mais peut-être vous savez d'où vient exactement ce schéma. En tout cas, c'est quelque chose d'ancien. Là, il y a une date ici. Et donc, ça représente l'évolution d'une tache solaire au fil du temps sur le disque solaire. Et la personne qui a dessiné ça a mis en évidence le fait qu'il y avait la rotation différentielle sur le Soleil, comme je vous l'ai expliqué au début, à savoir l'équateur tourne plus vite que les pôles. Et ça va se manifester par cette ligne ici, où l'équateur tourne plus vite que les pôles. Et ça, c'est important pour comprendre l'activité solaire. On a représenté ici 3 lignes dans 3 séries d'images prises dans 3 longueurs d'onde différentes, entre 1979 et 1999. Et ces images vont, elles aussi, comme on l'a vu tout à l'heure pour la grandeur en watts par mètre carré, montrer la variation indécennale de l'activité solaire. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez peut-être. Alors c'est petit, mais ce qu'on voit, c'est que, mettons en 1979, le Soleil semble très abîmé, très balafré, avec des cicatrices partout. Et puis, 5 à 7 ans après, il est beaucoup plus uniforme. Son acné a été résorbé. Il a une peau lisse et propre. Et puis, il repasse par une période d'acné un petit peu soutenue. Et puis, de nouveau, 10 ans après la précédente période, il a retrouvé une allure lisse. Et c'est vérifié dans toutes les longueurs d'onde. Et quand le Soleil est très structuré comme en haut à gauche, eh bien, on peut compter un certain nombre de taches solaires. Par contre, quand le Soleil est bien lisse, il n'y a aucune tache solaire. Donc là, on a 3 exemples de cycles de 11 ans, que je vais essayer d'expliquer avec la rotation différentielle qu'on a évoquée tout à l'heure. Ici, en haut à gauche, imaginons qu'on démarre avec un champ magnétique qui va du sud vers le nord et qui est bien aligné avec les parallèles. D'accord ? Non, les méridiens. Et puis, on fait tourner le Soleil, et donc, à cause de la rotation différentielle, les lignes de champ magnétique qui sont près de l'équateur se déforment plus vite que celles qui sont près des pôles. Et imaginons qu'on fasse un certain nombre de rotations, les lignes de champ magnétique vont être complètement entortillées et vont faire apparaître des boucles magnétiques, ce que je vais essayer de faire ici avec mon outil extrêmement professionnel, qui est un élastique. Je ne sais pas si vous le voyez, il est beige. Je vais essayer de me mettre là sur le fond du tableau. Et je vais faire un truc très bête, c'est qu'avec mes doigts, je vais juste entortiller l'élastique. Je ne fais rien d'autre que de tourner. Vous voyez les petites bouclettes qui viennent de se former en bas, là ? Ici, là. D'accord ? Donc, rien que ça, l'entortillement des lignes de champ magnétique, si je les matérialise par cet élastique, simplement si je tourne, je fais apparaître des boucles, comme ici. Et à chaque fois qu'une boucle apparaît, il y a des taches solaires qui se manifestent et une activité dans la couronne qui apparaît avec beaucoup d'intensité lumineuse. Et donc on a repris ici un peu les schémas de la planche d'avant où on voit l'évolution
de l'activité magnétique et l'évolution de l'activité dans la couronne. Ça aussi, donc, ce sont des images prises par le satellite SOHO, comme je vous le disais, qui a donc fêté ses 29 ans hier. Les tâches sont des traceurs du cycle solaire. On a ici, depuis 1600 jusqu'à 2000, le nombre de tâches comptées et mesurées en fonction du temps. Donc, on repère très facilement le cycle de 11 ans. On parle ici d'un minimum qu'on appelle le minimum de je ne sais plus comment. Maunder, c'est celui-là? Oui, peut-être, c'est le minimum de Maunder. D'ailleurs, c'est peut-être écrit quelque part. Non, voilà. Voilà, mais c'est avant. 1420, 1530, c'est avant. C'est pour ça que je me trompais. Donc là, c'est bien le minimum de Maunder. Il y en a un autre avant qui n'est pas représenté. Et à ce moment-là, ce n'est pas que les gens ils ont arrêté de compter les tâches solaires, c'est juste qu'il n'y en avait pas sur le Soleil à ce moment-là. Comme on n'a pas encore beaucoup d'autres cycles derrière, on ne sait pas si ce minimum de Maunder fait partie d'un autre cycle plus grand, ou si c'était juste une anomalie dans la vie du Soleil à ce moment-là. Toutefois, les prédictions du flux radio laissent penser que dans les années qui viennent, on risque de tendre peut-être, il faudra le vérifier, vers un nouveau minimum, alors qui ne s'appellera pas de Maunder, qui s'appellera je ne sais pas comment. Mais là, je ne sais pas si vous avez regardé l'activité du Soleil, mais là, il faudrait en 2019, bientôt 2020, que ça remonte, que le nombre de tâches commence à revenir. Eh bien, il a du mal. Hein. Il y en a eu 2. Super. Vas-y, continue. Et donc, j'ai complété la courbe ici, puisqu'elle s'arrêtait à 2000, par une autre courbe donc, qui va de 2009 à 2019. Et là, on a 3 modèles de ce qui pourrait devenir, de ce que pourrait devenir cette activité solaire. Eh bien, ça rame quoi, là, en ce moment. C'est un petit peu lent à venir. Donc, ce n'est pas le moment d'aller voir des aurores boréales. Hein, il n'y en a pas. Ou pas beaucoup. Je vous montre 2 films. Un en minimum d'activité solaire, avec un soleil assez uniforme. Et puis, à droite, un film en maximum d'activité solaire, avec beaucoup plus de structuration. À gauche, c'est décembre 1996, à droite, c'est juin 1999. Ce sont des fausses couleurs, c'est de l'ultraviolet, c'est juste des couleurs pour que nous, on y voit quelque chose. Ce sont de nouveau des observations de SOHO. Et ce que vous voyez, c'est qu'en minimum d'activité, on voit très clairement les trous coronaux au niveau des pôles, ces zones noires, parce qu'elles sont soit plus froides, soit moins denses. Elles sont probablement moins denses parce qu'à ce niveau-là, le champ magnétique il est complètement ouvert vers l'extérieur. Et donc la matière peut s'échapper assez facilement. Alors que ailleurs sur le Soleil, le champ magnétique va se refermer un peu comme dans le cadre d'un dipôle, et la matière va être piégée. Donc il est probable que le côté sombre des pôles nord et sud soit lié à l'échappement de la matière vers le milieu interplanétaire. En revanche, en maximum d'activité, on a beaucoup plus de mal à voir les trous coronaux, mais on voit en revanche une activité débridée avec beaucoup de boucles qui, quand elles passent au bord, on les devine. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus tard des images plus récentes obtenues avec un satellite plus récent où on va voir la finesse de ce qu'on devine un peu là, mais enfin, bon, ça date d'il y a plus de 20 ans, on est d'accord. On remarque ici aussi des zones sombres sur le disque du Soleil. Là, par exemple, ici, une grande balafre qui est la trace de ce qu'on va regarder un petit peu après, qui s'appelle un filament. Comment on mesure le champ magnétique, en passant, pour votre information? Ça va se faire avec de la spectroscopie, par exemple. À gauche, on est en train de regarder une tache solaire. Là, on a en X et en Y des coordonnées spatiales. On a un gros plan sur une tache solaire. Et puis ici, le fil noir vertical représente la position d'un spectromètre qui va donc traverser une zone sans tache, on va dire, une zone avec tache au centre, et puis de nouveau une zone plus ou moins sans tache en bas. Et au niveau spectral, ici, à droite, on a des longueurs d'onde qui sont représentées. L'ordonnée, c'est la même.
ce qu'on voit, c'est que la longueur d'onde dans laquelle on est en train d'observer ici, elle se sépare en plusieurs composantes au niveau de la tâche. Et l'élargissement, l'écart entre les composantes au niveau de la tâche, il est proportionnel, donc l'écart s'appelle delta lambda, il est proportionnel au champ magnétique ici. Donc on a une façon de mesurer le champ magnétique. Toutefois, pour que l'écart ici soit visible, il faut que le champ magnétique soit très fort. Donc ça marche dans les tâches solaires où le champ magnétique est très très élevé, mais ça ne marche pas forcément dans les zones les plus calmes dont on aimerait bien quand même comprendre la physique. Donc le champ magnétique reste une grandeur difficile à mesurer. Parce que c'est beau, je vous montre cette série de boucles sur les images en bleu et en vert. Donc on voit des boucles là sur les bords du disque, vous devinez la courbure du disque solaire. Là, des boucles vues de face. Et en rouge, une protubérance, c'est pour ça qu'il n'y a pas de S ici, une protubérance qui est l'objet sur lequel on va discuter un petit peu après. C'est de la matière froide. Alors froide, bon, tout est relatif. On est peut-être à 20 000 degrés quand même. Piégée dans la couronne qui, elle, est à plusieurs millions de degrés, on l'a vu. Et c'est un peu comme si cette matière froide reposait dans un hamac de champ magnétique. Et ce hamac, il est entouré d'arcades, et les arcades, ce sont les boucles ici qu'on peut observer. Ça peut être une image qu'on peut garder des protubérances et des boucles magnétiques. Ça va être un film que je vais lancer. Donc ça, c'est un autre satellite qui s'appelle TRACE, où on va voir des boucles ben voilà, j'ai même pas eu le temps de le lancer, il est parti tout seul. Au centre ici, donc il va boucler, évidemment, comme il faut que je le boucle moi-même. Voilà, je lui mets une petite pause. Vous voyez ici, donc là, on a la courbure du disque solaire. Donc là, derrière, ce sont les étoiles qu'on voit, les petits points blancs. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on s'intéresse à cette petite zone noire ici, qui est justement la signature d'un filament. Et autour de ce filament, on voit, selon des perspectives différentes, plusieurs boucles de champs magnétiques. Et donc, on va regarder les effets qu'ont ces boucles après l'échappement du filament. C'est ça qu'on va regarder. Donc, la petite virgule noire, là, elle va sauter, ça va vite. Et on voit après, une fois que le champ magnétique est déchiré par l'envol de cette petite virgule noire, ce que le champ magnétique fait. Donc, on voit qu'une fois que c'est déchiré, le champ magnétique se reconstruit en boucle parce qu'il a été ouvert, il ne peut pas rester les pattes en l'air comme ça, il faut que ça se referme. Du plus sur du moins sur du plus. Et deuxième information que je voulais donner, tous les petits points blancs là qu'on voit sur l'écran, c'est que la matière qui s'est échappée du Soleil, qui était contenue dans cette petite virgule noire, elle s'est répandue dans le milieu interplanétaire et elle est venue impacter jusqu'au détecteur du satellite. Donc ça a mis un certain temps pour arriver jusqu'au satellite qui était près de la Terre. Et donc c'est ce qu'on appelle les effets d'une éjection coronale de matière. Si on prend le temps de détailler les trois mots que je viens de dire, éjection, ça va, éjection, coronale dans la couronne de matière, bah voilà, on a envoyé de la matière dans la couronne, quoi. Tout simplement ça. Donc les éjections coronales de matière, c'est un vocabulaire aussi qu'on emploie beaucoup pour signifier ce genre d'événement qu'on va regarder aussi un petit peu après. Je prends encore un petit peu de recul, je vous montre deux images d'éclipses. Une à droite qui a été obtenue en 1998 à un moment où le champ magnétique était calme, à un moment où le Soleil était calme. Le champ magnétique est de forme dipolaire, avec ici on a l'axe nord-sud. Pourquoi c'est incliné? Parce que c'est pris depuis la Terre, et il y a le plan de l'écliptique qui rentre en jeu. Et là, on a le champ magnétique avec l'arrêt au milieu, les couettes bien rangées sur les côtés. Ça, c'est typique d'une couronne de soleil calme. Et en bas, à gauche, on a un champ magnétique, une éclipse de 1991, où là, on a une couronne active. Là, tout ébouriffé, les couettes sont défaites, l'arrêt au milieu n'est plus là. Et on a typiquement là l'image d'une couronne de maximum d'activité solaire. Et cette couronne, elle prend la forme du champ magnétique. Donc le champ magnétique, typiquement, c'est lui qui façonne et qui modèle la structure de la couronne. Le Soleil, c'est quelque chose qui a une atmosphère dynamique, on en a déjà vu quelques exemples, et je vais me concentrer sur ces deux films-là.
où on voit de nouveau les petits points blancs qui sont la manifestation de cette matière qui s'est envolée dans le milieu interplanétaire. Donc, là où il y a le cercle blanc, derrière, il y a le Soleil. Le masque rouge, c'est un coronographe qui cache la lumière du Soleil pour qu'on puisse voir ce qu'il y a autour. Et on voit clairement qu'en quelques secondes sur le film, en tout cas, il y a de la matière qui a quitté le Soleil pour venir impacter les détecteurs. On a la même chose à droite, mais avec un champ de vue un peu plus large, où on voit de nouveau derrière le cercle blanc le Soleil, le masque bleu qui cache le Soleil et le milieu interplanétaire derrière qui devient complètement saturé de particules parce que le détecteur est complètement saturé de particules. Donc ça, ce sont donc des éjections coronales de matière que je suis en train de vous montrer. Ça correspond à 1 milliard de tonnes de matière, de plasma qui vient de s'envoler, à une vitesse comprise entre 10 et 1000 km par seconde. Et tout ça représente une énergie de 10 puissance 25 joules. Et là, c'est 1 milliard de voitures de 1 tonne à 100 km/h qui fabriqueraient la même énergie. Ici, on a la source de ces éjections. J'en ai plusieurs que je vous montre. Je vais vous la montrer là aussi en film, donc non plus de profil sur le côté, mais de face. Ah, raté. Ça va vite, attention. Poum. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous montre ça? Pourquoi je fais poum? C'est parce que c'est pour vous montrer que c'est difficile à prévoir. Il y a une zone brillante, elle est là, puis tout d'un coup, poum. Donc la prédiction de ce genre d'événement, c'est compliqué, c'est ardu. Vous voyez ici cette petite virgule là, elle va donner cette chose en haut à gauche ici rouge qu'on appelle donc une éjection de protubérance ou une éjection de matière coronale. Et donc cette petite chose là, on va regarder, c'est son envol, ça va être furtif, il ne faut pas le rater, et on va regarder l'effet que ça a dans le champ lointain autour du Soleil. Ok, on est prêt? Boum. Ok, je vous le remets une fois. Ah, ça n'avait pas prévenu, hein, c'est parti tout seul. Et donc, c'est simultané. Hein. Vous voyez l'espèce de... La quantité de matière qui s'échappe du Soleil et qu'on va maintenant regarder ici. Donc ça s'étend très très loin. Et évidemment, quand ces choses viennent en direction de la Terre, eh ben, c'est des particules chargées qui arrivent en direction de la Terre. Donc ce n'est pas neutre, au sens propre comme au sens figuré. Ces objets-là qu'on vient de voir s'envoler, eh ben, ce sont ces petits filaments ici qui laissent des traces noires sur le disque solaire, ou quand on les regarde de profil, parce que ces choses-là, elles sont en suspension au-dessus de la surface du Soleil, dans leur petit hamac de champ magnétique. Là, vous avez le petit point bleu, c'est la Terre, pour aussi vous donner une idée de la taille de cette structure. Bon, elle est un peu grosse, celle-là, elle est particulièrement grosse. Et puis là, on a un détail aussi assez fin, où on peut voir que ces balafres noires, elles sont elles aussi très structurées par le champ magnétique. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ces structures qui vont s'envoler, c'est du gaz froid, alors ça peut être entre 80 à 20 000 degrés, qui baigne dans la couronne chaude. C'est 100 fois plus dense que la couronne, c'est pour ça que ça apparaît sombre sur le disque, parce que ça absorbe la lumière qui est en dessous. C'est de la matière qui est soutenue par le champ magnétique contre la gravité, et leur éjection contribue au vent solaire. Et donc on a ici ce que j'appelle le hamac, donc on a une espèce de Scooby-Doo, là, à l'intérieur, qui va contenir la matière qui va pouvoir s'envoler. Ce Scooby-Doo, il est maintenu sur le Soleil par ces espèces d'attaches en forme d'arcade. Il suffit qu'une des arcades lâche pour une raison qu'on n'est pas capable de prévoir encore, et le Scooby-Doo s'envole, se déplie dans l'atmosphère solaire et part dans le milieu interplanétaire avec les masses et les vitesses et les énergies que j'ai montrées tout à l'heure. Et donc, puisque ces structures contribuent au vent solaire, eh bien, parlons du vent solaire. Le vent solaire, on l'a notamment observé grâce à l'orientation des queues des comètes. Il y a une queue de poussière ici qui est poussée par le vent solaire dans la direction antisolaire, et ici une queue de poussière qui est déviée par ce qu'on appelle la pression de radiation liée au flux de photons.
ne rentrons pas dans les détails, ce n'est pas la question. Toujours est-il que Parker a prédit dès 1958 l'existence de ce vent solaire. Parker qui a donné son nom à une sonde qui est partie l'année dernière, Parker Solar Probe. C'est la première sonde qui porte le nom d'un astronome vivant. J'espère que ça ne va pas lui porter malheur trop vite. Et donc ce monsieur, en 1958, il a prédit ce vent solaire et il a notamment prédit donc l'existence d'un vent et des vitesses de l'ordre de 400 km par seconde. Eh bien, partiellement, ces résultats théoriques ont été vérifiés par l'observation. C'est ce que je vous montre ici. On a à gauche des observations qui sont obtenues par la sonde Ulysse. La mission Ulysse, elle a une trajectoire, donc là ici en blanc, là, on a le plan de l'écliptique, et la mission Ulysse, elle est perpendiculaire au plan de l'écliptique, et elle fait des rotations entre Jupiter et le Soleil, et donc régulièrement, elle passe au-dessus des pôles du Soleil pour mesurer le vent solaire et sa vitesse et sa densité. Et donc on a ici sur un des passages en haut, et ici sur un des passages en bas, au-dessus et en dessous du Soleil, les résultats obtenus. Donc, est représentée la vitesse selon les deux axes en kilomètres par seconde. Donc, on voit qu'effectivement, au niveau des pôles, on a une vitesse élevée de l'ordre de 800 km par seconde. Parker, il avait dit 400. Bon, petit facteur 2. Mais 400, ah bah oui, 400 ça marche, mais 400 c'est près de l'équateur. Donc 400 km par seconde, ça marche à l'équateur, mais il n'avait pas prédit, Parker, qu'il y avait du vent solaire beaucoup plus rapide qui s'échappait des pôles. Et en rose et en bleu, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la polarité du champ magnétique. Ça veut dire qu'en rose, en haut, par exemple, c'est du champ sortant, et en bleu, c'est du champ entrant dans le Soleil. Si ça repasse dans 11 ans, rose et bleu vont être inversés. Donc en tout cas, cette mission-là, Ulysse, a permis de mesurer deux régimes de vent solaire. Un vent rapide qui s'échappe des pôles de l'ordre de 800 km/s et un vent lent qui s'échappe de l'équateur de l'ordre de 400 km/s. Et là, juste pour le plaisir, je vous montre la même chose. Ça, c'était donc en minimum d'activité, avec l'arrêt au milieu, les couettes bien remplies de chaque côté. Et là, c'est en maximum d'activité, avec un champ magnétique complètement ébouriffé. Et on voit que la valeur du vent solaire, elle est complètement chamboulée par l'activité du vent solaire, l'activité du Soleil. Il y a des études qui maintenant commencent à un petit peu dater, ça fait 20 ans, mais quand on a trouvé ça il y a 20 ans dans mon laboratoire, on était fiers d'avoir trouvé cette information. Effectivement, le vent solaire rapide, il s'échappe des trous coronaux, là où le champ magnétique que j'ai dessiné grossièrement en vert est ouvert vers l'extérieur. Et on a ici à droite des mesures scientifiques où on voit en noir, on peut reconnaître, je mens un peu, mais ça va vous donner une idée quand même, la granulation que je vous ai montrée au tout début de l'exposé. Et au niveau de cette granulation, ce qu'on voit, c'est en dessous de cette ligne verte qui délimite la frontière du trou coronal, on a de la vitesse rouge, qui veut dire que la matière retombe sur le Soleil, et au-dessus, dans le trou coronal, on a de la vitesse bleue, ça veut dire que c'est de la vitesse qui vient qui s'échappe vers l'extérieur. Donc ça, c'était une information importante de confirmation de l'échappement du vent solaire rapide des trous coronaux. Toutefois, les causes de l'accélération du vent solaire restent mal comprises. Donc, non seulement on ne sait pas expliquer le chauffage de la couronne, mais on ne sait pas davantage expliquer l'accélération du vent solaire. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de missions dédiées au Soleil qui sont en vol actuellement et qui vont venir, pour comprendre la variabilité de l'atmosphère solaire, comprendre l'accélération du vent solaire, comprendre la dynamique des éjections coronales de matière, prévoir ces éjections coronales de matière pour la météo spatiale. Et donc je vais passer en revue quelques diapos. La mission Stéréo a été lancée en 2006, alors ça commence à faire aussi. Stéréo, c'était deux satellites envoyés en observation autour du Soleil, un avec une orbite un peu plus grande que l'autre, ce qui fait qu'au fil du temps, les deux satellites se sont écartés, de façon à observer le Soleil chacun d'un côté, et donc pour la première fois grâce à ces deux sondes, on a pu observer le Soleil dans son intégralité, simultanément, devant et derrière. Et là, l'image, elle est floue volontairement, c'est si on avait des lunettes rouge-bleu, on verrait en relief cette image. Mais j'ai pas assez de lunettes pour tout le monde, donc j'en ai pas apporté.
Mais on trouve cette image sur Internet et vous pourrez vérifier que le Soleil est bien une sphère avec les lunettes qui vont bien. Et ce satellite, il a permis d'obtenir ces observations-là. Donc l'image qui est au centre ici, elle est grossie en bas et on a le Soleil en orange. Et pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y a deux satellites qui observent l'un une face et l'autre face du Soleil. La matière blanche que vous voyez partir là comme à l'instant, bah, c'est des éjections coronales de matière qui quittent le Soleil violemment. On peut, si on est attentif, voir à un moment, il y a une comète qui tombe sur le Soleil, voilà, ici, là. Alors évidemment, ça n'a aucun rapport avec l'éjection coronale de matière qui s'ensuit, hein, c'est deux phénomènes complètement différents. Et puis, sur les images du haut, donc, cette image-là, par exemple, elle est reportée ici au centre, et stéréo est dotée d'autres instruments qui permettent de regarder autour du Soleil l'évolution des éjections coronales de matière dans le milieu interplanétaire. Et donc, on voit que ça se propage très loin parce que ici est indiqué la Terre, ici et là. Donc, vous voyez les écoulements du vent solaire et de temps en temps la Terre qui est impactée par les éjections coronales de matière. Plus récemment, en 2010, a été lancée la sonde Solar Dynamics Observatory. Alors, si EIT, un des instruments que je vous ai montré tout à l'heure, avait 4 longueurs d'onde, on a vu du rouge, du jaune, du bleu, du vert. Les 4 longueurs d'onde, elles correspondaient elles aussi à des images de 1000 par 1000, on va dire, pixels. 4 longueurs d'onde, une image toutes les 10 minutes, et les 4 longueurs d'onde pas en même temps, parce qu'il y a 30 ans, il ne fallait pas trop en demander. En 2010, on était capable de faire 10 longueurs d'onde en même temps, 4096 par 4096 pixels, et toutes les 10 secondes. Évidemment, pour stocker ça, il faut de l'espace, des machines, et donc c'est ballot, on n'est pas capable de tout stocker. On fait des observations qu'on ne peut pas observer, qu'on ne peut pas analyser. Ce qu'on voit ici, c'est de nouveau une éjection coronale de matière qui est en train de prendre son envol. Vous avez de nouveau la taille relative de la Terre ici. Donc celle-là, c'est une grosse, hein, qui s'en va. Et on a évidemment été capable de combiner et les observations de SOHO et de stéréo. À gauche, vous avez, je pense, SDO. À droite, l'un des instruments de stéréo. Et on voit donc simultanément, là encore, le Soleil pris sous deux angles de vue différents. Cette structure-là, c'est la même que celle-là, d'accord, mais pris sous deux angles différents. Et ça, moi, je trouve que c'est assez fantastique que d'être capable d'observer une étoile de deux côtés, par deux côtés, par deux angles de vue différents. Vous aurez connu une éjection coronale de matière en train de se développer. SDO, c'est aussi ce genre de film-là. On a 3 longueurs d'onde superposées. On vient de voir une éjection se produire sur le côté. Il y a une certaine quantité de la matière qui n'a pas pu s'échapper et qu'on voit en train de retomber sur le Soleil. Et là où elle va impacter, tac, ça fait des zones plus brillantes, plus chaudes. Il y a de l'énergie qui est déposée, on voit ici. L'effet de la retombée de la matière sur le disque solaire. Pourquoi les 3 longueurs d'onde superposées vont donner lieu donc à 3 couleurs qui donnent cet aspect chardonnay à l'image. Vous voyez de nouveau l'éjection, je peux vous la remettre, je vois que vous vouliez prendre une photo, je vais essayer de faire un... Je ne sais pas remettre ça au début toute seule. Les films sont plus ou moins... toutes les données de physique solaire sont publiques. On est généreux en physique solaire, il n'y a pas de délai, d'embargo, rien. Dès que c'est obtenu, si vous savez les obtenir, vous pouvez les obtenir. Donc ça, c'est disponible, et sinon, voilà, on va la remettre une dernière fois pour la photo. Tac. Moi, je trouve ça très beau. Je ne m'en lasse pas. La future mission, c'est... Ah non, pas celle que je suis. Là, je vous montre Partner Solar Probe avec une vue d'artiste, donc qui a été lancée l'année dernière. Elle, sa spécificité, c'est de passer très près du Soleil. Donc il va falloir qu'elle fasse plusieurs tours autour de je ne sais plus quelle planète
pour pouvoir se rapprocher progressivement du Soleil. Donc elle est déjà passée à 42 millions en octobre 2018, elle est passée à 25 millions en mars 2019. L'objectif au bout de 22 passages, c'est d'arriver à 6 millions en 2025. Pourquoi on veut se rapprocher autant du Soleil? Pour pouvoir faire des mesures sur place de densité, de température, de vitesse du gaz, parce que jusque-là, on ne peut observer qu'à distance. La future mission solaire de l'Agence spatiale européenne, c'est Solar Orbiter, dont le lancement est prévu le 6 février 2020 depuis Cape Canaveral en Floride. Les premières observations sont attendues en 2023. Il y a à son bord 10 instruments, dont 3 qui ont été fabriqués dans mon laboratoire. Et là, pour vous donner l'idée de la taille d'un satellite, là vous avez une personne, un humain, qui vous montre donc la taille respective avec le satellite lorsqu'il était en phase finale d'intégration avant d'être envoyé à Cape Canaveral. Donc lui, il va se rapprocher moins que Solar Parker Probe, il va se rapprocher seulement à 30 millions de kilomètres au lieu de 6. Mais il va permettre de voir les détails du Soleil de l'ordre de 37 km, et ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu faire jusque-là. Ce qu'on peut faire actuellement le mieux, c'est 150-200 km de résolution spatiale. Et il va avoir des périodes de corotation avec le Soleil, c'est-à-dire qu'il va suivre le Soleil. Donc il va pouvoir suivre une structure pendant 2 semaines. Et sa spécificité également, ça c'est nouveau, Ulysse l'a fait, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais pas pour les mêmes types de mesures. Il va sortir du plan de l'écliptique pour aller observer les pôles du Soleil comme on ne l'a jamais fait jusque-là. Pour finir, dernier chapitre. Il me reste 30 secondes. Je voulais vous montrer les effets de ces éjections coronales de matière quand ça arrive sur Terre. Les fameuses relations Soleil-Terre. On a ici, sur ce petit point, le Soleil. On a ici, si on retrouve le vocabulaire que j'ai indiqué tout à l'heure, le Scooby-Doo, qui enserrait la matière qui va pouvoir s'échapper pour venir dans le milieu interplanétaire. Le Scooby-Doo, là, il s'est fortement détendu et il contient de la matière. Ce Scooby-Doo, il a progressé, il a comprimé devant lui le vent solaire et les lignes de champ magnétique du Soleil qui vérifient, pour ceux qui savent, la spirale de Parker. Et donc, cet objet-là, qu'on a appelé un nuage magnétique pour faire simple, il va comprimer devant lui les lignes de champ magnétique qui étaient là et qui n'avaient rien demandé à personne. Et pour peu que ces événements se propagent en direction de la Terre, où il y a des satellites pas très loin de la Terre qui font des mesures de champ magnétique, de densité, de vitesse, de température, pour peu que le satellite il passe ou il soit dans ce genre d'événement, et ben on peut faire des mesures. Et c'est les mesures qui sont représentées à droite. Donc là, c'est des mesures hautement scientifiques qui ont été publiées dans un article. Là, je ne fais plus de la vulgarisation, on rentre dans le vif du sujet. On a le temps en abscisse, c'est des jours, 17 avril, 18 avril, 18 avril, etc., en 2002. On a en haut des courbes qui mesurent les composantes du champ magnétique. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'avant, là où il y a écrit ce mot en vert, ça correspond à cette zone ici, là où il y a écrit Vienne. On voit que le champ magnétique est tout perturbé. Et qu'une fois que cette gaine est passée, le champ magnétique retrouve un état beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Par exemple, ici, si je m'intéresse à cette grandeur-là, c'est l'inclinaison du champ magnétique par rapport au plan de l'écliptique. Ben, on voit là encore que l'effet de notre éjection coronale de matière va fortement modifier l'inclinaison du champ magnétique. On voit que la densité des protons à l'endroit où la sonde est posée, le satellite est posé, elle va augmenter. La vitesse des protons va augmenter. Et puis, dernier paramètre qui lui est mesuré sur Terre, qui s'appelle le DST. C'est un paramètre qui mesure l'activité géomagnétique sur Terre, sur lequel s'appuient parfois les gens qui veulent observer les aurores boréales. Si ce paramètre décroît fortement, alors oui, il est probable qu'une aurore boréale va se produire ou est en train de se produire. Et donc, le passage de notre événement, on voit qu'il donne lieu à un premier creux, puis un deuxième creux. Donc, on est capable, au niveau de la Terre, de mesurer l'impact des éjections coronales de matière d'origine solaire. Maintenant, toute la difficulté est de prévoir ce genre de choses, et ça, on ne sait pas encore le faire. Une image pour vous montrer ce qui se passe au niveau de la Terre.
qu'on voit ici emballé dans son champ magnétique. Et quand une éjection coronale de matière se produit, et ben, notre magnétosphère, là, qui était bien rangée, elle se retrouve complètement chamboulée par le passage de ce nuage magnétique qui lui-même est donc composé de champs magnétiques et donc qui va perturber le champ magnétique terrestre. C'est ce qui va donner lieu à des aurores boréales. Vous en avez certainement... Enfin, peut-être vous avez eu la chance d'en voir en vrai, peut-être que vous en avez déjà vu en photo. Et donc, les aurores boréales, pour faire simple, c'est lié aux molécules de l'atmosphère terrestre qui se retrouvent excitées par l'arrivée de particules d'origine solaire qui ont pu pénétrer dans la magnétosphère terrestre. Et ces molécules de l'atmosphère terrestre, une fois excitées, vont se désexciter en émettant les couleurs qu'on voit là. Donc chaque molécule, chaque molécule a sa couleur. Je dis n'importe quoi parce que je ne me rappelle plus. Le rose pour l'oxygène, le vert pour l'azote, ou l'inverse. Mais en tout cas, chaque couleur correspond à la désexcitation d'une des molécules de l'atmosphère. Donc vous avez compris, tout ça c'est pour être capable de faire de la météorologie spatiale, tous ces instruments qui observent actuellement le Soleil et qui vont être lancés pour observer le Soleil. La météorologie spatiale, ça fait référence aux conditions sur le Soleil, dans le vent solaire, dans la magnétosphère terrestre, et qui vont pouvoir influencer notamment les technologies embarquées à bord de satellites, mais qui peuvent aussi affecter la vie sur Terre. Je ne dis pas qu'on va mourir, parce qu'on est là, la preuve est que le Soleil il émet des éjections coronales de matière depuis un paquet d'années, mais ça peut avoir un impact sur notre vie, parce que ça peut donc impacter la technologie humaine, des anomalies réparables, des erreurs électroniques sur des satellites, c'est pas très grave, des dégradations lentes, par exemple les panneaux solaires à bord de satellites, qui vont se prendre des particules chargées régulièrement en période de maximum d'activité qui ne vont pas les arranger, voire des pannes fatales qui peuvent avoir lieu sur des satellites de télécommunication, donc plus de télé, plus de téléphone, plus rien. Il peut y avoir des courants induits sur Terre avec des disjonctions de lignes électriques. Il y a eu en 89 au Québec un violent événement qui a mis le Québec dans le noir pendant un certain nombre de jours. Ça peut aussi corroder les pipelines, même les pipelines souterrains, paraît-il. Je ne sais pas trop comment. Mais... Et puis les particules solaires de hautes énergies peuvent impacter les sorties humaines dans l'espace. Les gens qui sont en train de rentrer à la Station spatiale internationale, ils ne sont pas protégés par l'atmosphère terrestre, qui de toute façon ne protège pas du tout. Et aussi les équipages aériens des vols commerciaux longue durée, on ne sait pas l'effet que ça peut avoir sur leur santé. Donc ce serait bien qu'on sache prévoir les éjections coronales de matière, au moins pour dire aux propriétaires de satellites, mettez vos instruments en veille le temps que ça passe pour ne pas perdre définitivement les satellites. Pour conclure, donc de par sa proximité, le Soleil permet une grande richesse d'observation, une grande quantité d'observations. Je vous ai montré, je n'ai pas montré tous les satellites qui observent le Soleil en ce moment, je n'ai pas parlé des observatoires au sol, à peine, je parlais du début. Il y a énormément de satellites et d'observatoires qui scrutent le Soleil. Malgré ça, on manque d'informations. Notamment in situ dans la couronne, il faut attendre que Parker Solar Probe s'y pose pour pouvoir faire des mesures dans la couronne solaire. Au-dessus des pôles, on ne sait pas trop ce qui se passe, et on va attendre 2023 que Solar Orbiter aille observer. Sur le champ magnétique vectoriel dans la couronne, c'est super dur. Je vous ai dit qu'on pouvait faire des extrapolations de ce champ magnétique, mais que les mesures, on ne savait pas les faire encore. Quelle instrumentation il faudrait développer, quel modèle d'extrapolation il faudrait mettre en œuvre. Là, il y a beaucoup de réflexions à mener aussi là-dessus. Sur la propagation de nos bulles de plasma, nos éjections coronales de matière, nous, on a des observations de ce qui se passe au Soleil, on voit quand ça part, on voit quand ça arrive à la Terre, mais entre les deux, on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a aucune mesure, on a des modèles de propagation qui marchotent, mais on ne sait pas ce qui se passe sur les 150 millions de kilomètres, qui rattrape qui est bousculé par qui on ne sait pas. Et donc, on cherche encore. Et je vous remercie de votre attention. Merci.
Merci beaucoup, Karine. J'ai appris plein de choses, donc je suis très contente d'être venue. Voilà, des questions? Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'ai 2 questions. La première, l'âge du Soleil, c'est 4,5 milliards d'années. Est-ce que c'est une estimation ou bien l'obtenez par calcul? Si oui, avec quelle méthode? Parce que quand on fait le calcul, on trouve l'âge du Soleil environ, la durée de vie, pardon, du Soleil, c'est environ 10 milliards. Comment on a pu estimer 4,5? Pourquoi 4,5 par 6? Alors, par 3? En gros, c'est calculé par rapport aux réserves d'hydrogène dans le Soleil et à sa masse. On a vu tout à l'heure au tout début que l'hydrogène fusionnait pour faire de l'hélium. Et donc on est capable de mesurer la réserve d'énergie du Soleil. Et donc en ce sens, on est donc capable de calculer la masse d'hydrogène restant et donc sa durée de vie restante. Et comme l'âge de l'univers est estimé à 9-10 milliards d'années, et ben on en conclut que le Soleil est à 4,5 milliards d'années. Et la deuxième question, est-ce qu'on connaît le générateur du champ magnétique terrestre? Terrestre? Pardon, solaire. Je préfère. Pas vraiment. Et alors, on sait que c'est l'effet dynamo qui est... on pense que c'est l'effet dynamo qui est à l'œuvre dans la génération du champ magnétique solaire. Mais en fait, la génération du champ magnétique à l'échelle astrophysique est une grande question. Donc, si on sait un peu répondre pour le Soleil, on ne sait pas répondre encore au niveau astrophysique. La génération du champ magnétique est une grande question majeure. Donc je ne réponds pas vraiment à votre question, si ce n'est de prononcer le mot dynamo, qui est donc un effet en gros qui va se produire par une rotation différente à l'intérieur du Soleil. C'est comme si le cœur tournait comme un corps solide, mais que les couches externes de l'intérieur du Soleil, on l'a vu, elles aussi, elles avaient une rotation différentielle. Et ça fait une espèce de friction entre des choses qui tournent et des choses qui ne tournent pas. Et ça, après, je ne sais pas comment ça marche, hein, mais c'est grosso modo comme ça que le champ magnétique pourrait être créé à l'intérieur du Soleil. Merci. Là, il y a une Florence. Merci pour votre exposé. Je pose une question un peu béotienne, mais en 1600, je me souviens d'un de vos schémas, 1600 à 2000, comment est-ce qu'on pouvait observer les taches solaires en 1600? Eh bien, simplement, vous prenez un miroir qui est dirigé vers le Soleil, dont vous faites la réflexion sur un écran, et vous comptez les taches. Parce que c'est assez gros et ça se voit. Donc, il n'y a pas besoin d'appareils hyper sophistiqués. Une lentille, peut-être, pour faire un peu gros, mais c'était déjà inventé à l'époque. Vous avez parlé abondamment du champ magnétique. Vous nous avez fait un exemple avec un élastique. Alors, ce champ magnétique, c'est quoi? On dirait que c'est un fluide, il est poussé, bousculé, il est, on dirait, oui, un fluide. Il est constitué de quoi, ce champ magnétique? Alors, le champ magnétique, c'est un concept physique. C'est ce que vous avez vu là, quand vous dites on dirait un fluide, c'est une remarque intéressante parce que, en fait, le champ magnétique lui-même, on ne le voit pas. Le champ magnétique, c'est ce qui va faire bouger l'aiguille de votre boussole sans que vous puissiez dire où il est, ce champ magnétique. Donc c'est pareil sur le Soleil, on ne sait pas où il est. Sauf que sur le Soleil, il y a ce plasma qui constitue l'atmosphère du Soleil, qui est donc de la matière magnétisée, puisque ce sont des ions. Et les particules chargées réagissent à la présence d'un champ magnétique. Et donc ce qu'on voit quand vous dites c'est un fluide, c'est la matière qui épouse la forme du champ magnétique que lui on ne voit pas, c'est la matière qu'on voit bouger. D'accord? Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui, alors ça veut dire quand on souffle cette matière, le champ magnétique... Oui, le champ magnétique va bouger aussi, et il y a un théorème qui s'appelle le gel du champ magnétique et de la matière, c'est-à-dire que l'un influence sur l'autre et l'autre influence sur l'un. Mais tout ce que je vous ai montré, ce ne sont que des manifestations du champ magnétique à travers la matière qui est gelée dans ce champ magnétique. S'il n'y a pas le micro... Oui, parce qu'effectivement, on pourrait que ça fait révélateur.
Mais est-ce qu'il y a un déphasage? Enfin, est-ce qu'on sait? Pour l'instant, on est encore dans le bleu. Moi, je ne sais pas, et je ne peux que me référer aux images que je vois, et D'accord. je ne sais pas comment était le champ magnétique avant que la matière bouge. Voilà, c'est ça. On ne sait pas trop. Parce que... Après, peut-être que les gens qui font de la théorie du plasma et des champs magnétiques savent ça, mais moi je... Ce serait comme le vent avec les arbres, sauf que c'est le vent qui influe sur les arbres et pas l'inverse. Encore que le vent peut épouser la forme de l'arbre. Ça peut être ça. Bonjour, s'il vous plaît. 1600 et des poussières, ça ne correspond pas au petit âge glaciaire. Tout à fait. Mais est-ce qu'on sait que c'est la relation est là? À une époque, on n'émettait pas tant de CO2 qu'aujourd'hui. On a un exemple. Un exemple, ça correspond. Ça correspond au minimum solaire avec petit âge glaciaire. Est-ce que c'est lié? Voilà, c'est ça. Il faudrait attendre le prochain. Parce qu'avec 2, peut-être on pourrait se dire, ah bah oui, là quand même, 2, minimum solaire qui veut pas redémarrer et un âge glaciaire qui se met en place de nos jours. Ça tomberait bien. Ça tomberait bien ou pas, mais Merci. 2 exemples seraient mieux. Une dernière question? Oui. Vous avez décidé de me faire courir ce soir. C'est pas grave. Non, en fait, c'est monsieur qui... Ah, mais oui. Merci beaucoup pour cette conférence. Le Parker Solar Pro, vous aviez dit qu'il allait être à 6 millions de distance. Est-ce qu'on connaît la température à cette distance-là? Alors, je pense que ça va souffrir un peu. Oui, je me suis posé la question aussi. Mais il y a une chose à laquelle il faut prendre quelque chose, c'est qu'il ne faut pas confondre chaleur et température. Typiquement, dans les tubes néons, là, qui a des éclairages sur les côtés, ce sont des tubes néons, pour que ça fonctionne, il faut que les électrons qui vont permettre l'éclairage soient à 20 000 degrés. Je vous invite à toucher le tube si vous êtes assez grand. Ça ne fait pas 20 000 degrés. C'est juste parce que ces électrons ne sont pas très nombreux. En revanche, il est un peu chaud parce qu'il y a du gaz qui va être agité, mais qui lui est à peut-être 80 degrés ou 100 degrés, je sais ça. Donc, la chaleur à laquelle on pense pour les instruments, est-ce qu'ils vont fondre, etc., il faut qu'elle soit transmise par suffisamment de particules dotées de l'énergie qui fera fondre l'instrument. Là, on a vu que le milieu était quand même assez vide, malgré cette matière qu'on a vu bouger sous l'effet du champ magnétique. Je vous ai dit que c'était un milieu extrêmement peu dense, que la lumière traversait sans y déposer son énergie. Donc, c'est pas parce que la température est très élevée qu'il y a pour autant beaucoup de chaleur. Maintenant, il ne va pas faire froid. Mais la sonde, elle a été étudiée pour résister à des températures extrêmes qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Alors, qui m'avait posé une question? Non, mais oui, elle n'est pas... Voilà, il ne faut pas croire, voilà, comme dit monsieur, c'est la limite de Mercure, il ne faut pas croire que ça va aller toucher le Soleil non plus. Oui. Une autre question, si vous permettez. Le cycle de 11 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a une inversion, paraît-il, du champ magnétique. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'inverse comme ça tous les 11 ans? Alors, pourquoi ça s'inverse? On peut dire qu'une fois que le champ... Alors, on n'a pas d'explication non plus, parce que une fois que le champ s'est bien entortillé, a fait des boucles, etc., c'est comme si à un moment ça disait stop, j'arrête, et ça se détortille. Mais qu'est-ce qui fait que... quelle énergie magnétique il faut avoir emmagasinée pour dire stop, j'arrête? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si on le sait, et moi, je ne sais pas. Et c'est peut-être cette énergie-là qui va faire que ça fait 11 ans. D'accord? Le 11 ans, il est lié aux paramètres physiques du Soleil, sa masse, sa taille, l'intensité du champ magnétique. Il se trouve que ça fait 11 ans. En ce moment. Bon, enfin, ça fait un petit moment déjà. Enfin, là, ça tend vers 12, là, mais... Donc, on ne sait pas expliquer clairement le renversement, encore que là, si ça vous intéresse après, j'ai un cours de master qui montre comment le champ magnétique se renverse. Je vous conseille un livre, ce sera éventuellement ça, un livre qui se trouve dans les bibliothèques. Je vais jouer ma prof en écrivant au tableau. Le livre est celui de Nicole Meyer Vernet. Et il s'appelle Introduction à la physique solaire, quelque chose comme ça. Il est en anglais,
mais ça se lit très bien. Et il y a des images qui permettent de comprendre le renversement du champ magnétique avec des schémas parce qu'on ne sait pas l'expliquer autrement. Donc je crois que c'est introduction à la physique solaire. C'est une collègue de l'Observatoire de Paris qui a écrit cela. Eh bien, il nous reste à te remercier beaucoup, Karine. Bonne soirée à tous.